Du vitiligo, une maladie qui doit être combattue à tout prix, mais qui ne doit pas permettre que l'on repousse ceux qui sont atteints de cette maladie, dont la journée mondiale, c'est ce 25 juin 2018 partout ailleurs. Et dans ce journal, on parlera aussi du plan d'assistance humanitaire d'urgence qui a été initié par le gouvernement, le chef de l'État Paul Biya, dont lance l'initiative enfin d'aller au secours des réfugiés et déplacés de la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International. On ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 360. Ce chiffre représente les 360 projets industriels qui cherchent des investisseurs dans la transformation locale des matières premières au Cameroun. Rappelons que le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a ainsi mis en place une base de données de ces projets industriels. Et on ouvre ce journal avec cette note d'information. 6 mois après leur détention, ils vont comparaître devant la justice camerounaise. Sissekou Ayou Tabé, président virtuel de la République d'Ambazonie, et les 36 autres détenus ont rencontré leur avocat pour la première fois. Une rencontre rendue possible par le gouvernement camerounais pour lever les doutes sur l'assassinat de ce dernier et de ses complices. Et dans ce journal, on parle donc de santé, bien sûr. Ce 25 juin est journée mondiale du vitiligo, une journée initiée en mémoire du roi de la pop Michael Jackson, qui a souffert toute sa vie du vitiligo. Mireille Flan Défaut Fosso et Henri Tinda ont rencontré une malade qui est par ailleurs présidente de l'association Vitiligo Mon Combat. Elle nous en parle. 20 ans déjà que Stéphanie souffre de vitiligo. La stigmatisation et la marginalisation ont fait partie de son quotidien durant toute cette période. C'est pourquoi elle a fait de cette maladie son combat. Je souffre du vitiligo depuis 20 ans aujourd'hui. On se rapproche à l'hôpital et pendant qu'on vient pour d'autres consultations, c'est là où on a quelqu'un qui nous interpelle, qui nous dit « Mais attendez, ce que votre fille a sur la peau, ça a un nom et ça se soigne. » C'est comme ça que j'ai su que j'avais le vitiligo. Et je me suis dit, bon, en tant qu'être humain qui a vécu des stigmatisations, qui a vécu des frustrations à cause de cette maladie, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose à mon endroit. Faire quelque chose, c'est quoi? C'est créer cette association afin que les personnes qui en souffrent ne vivent pas ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, elle est à la tête de l'association Vitiligo Mon Combat et la principale difficulté est de mobiliser les malades. Déjà, c'est difficile parce que les personnes qui en souffrent sont moins réceptifs à cette initiative. C'est-à-dire ils éprouvent un peu des réticences. Elles sont déjà en train d'accepter parce qu'au début, ce n'était pas très facile pour nous. Le vitiligo est une maladie dermatologique qui se manifeste par le blanchiment progressif de la peau et les personnes qui en souffrent ont une gêne à en parler. Étant donné le fait que nous sommes une jeune association, nous n'avons pas encore approché les services sociaux. Donc, ce que nous faisons en ce moment, nous sommes en train de, je vais dire ça comment, nous sommes en train de rencontrer ces personnes petit à petit, afin que déjà ils connaissent. Parce que quand nous allons vers eux, nous sommes allés vers eux pour la première fois, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc il est question de prendre du temps pour ça et d'annoncer petit à petit afin qu'ils s'imprègnent pour pouvoir voir comment nous allons travailler ensemble. Le 25 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale du vitiligo, une manière de mettre un accent sur la vulgarisation afin de sensibiliser un maximum de personnes sur cette maladie qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Toujours en santé, le conseil administratif de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala a tenu sa 7e session ordinaire. Le compte administratif et le compte de gestion ont été adoptés. La présidente du conseil administratif a apprécié la qualité et la clarté des documents présentés. Voici donc le reportage d'Adja Mariamo et de Donald Djoukab. Autour de la table,
La présidente du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et les autres membres du dit conseil. C'est la tenue de la 7e session ordinaire du conseil d'administration. Tour à tour, le conseil a suivi, examiné et adopté le rapport de performance définitif, le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2017. La qualité et la clarté des documents présentés par la direction de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala sont félicités. Nous avons observé que de plus en plus de malades arrivent dans cet hôpital et nos comptes montrent un léger mieux dans la recherche des fonds pour le bon équilibre de notre hôpital. Donc le directeur général nous a présenté des documents qui ont été assez propres, nous devons le dire, des chiffres bien corrects. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons adopté à la fois le compte administratif, le compte de gestion de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. La tenue du conseil rentre dans le devoir de rendre compte à la hiérarchie. Nous devons rendre compte à la République de comment est géré cet hôpital. Et ces comptes remontent au ministre de la Santé, au ministre des Finances et à la Chambre des comptes qui va elle aussi, et à ces deux ministères de tutelle, tous les deux vont vérifier si, comme l'ont pensé les membres du conseil d'administration et le président du dit conseil, ils vont vérifier et s'assurer qu'effectivement, il y a exactitude, il y a transparence dans la gestion, fiabilité dans la gestion de notre hôpital. Le directeur de l'hôpital est invité à poursuivre les missions de prise en charge des soins gynécologiques et pédiatriques de qualité pour la mère et l'enfant, tout en apportant une contribution significative à la recherche, à la formation du personnel médical et paramédical. Le personnel est désormais représenté au sein du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Plan d'assistance humanitaire d'urgence initié par le chef de l'État Paul Biya. La Damawa cotise plus de 20 millions de francs CFA en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest. L'opération de vulgarisation et de quête s'est tenue samedi dernier au lycée classique de Ngaoundéré. Eringele nous en parle. La caisse s'est révélée étroite pour contenir les langues de cœur des populations de la région Château d'Eau du Cameroun. Réunies ce 23 juin au lycée classique de Ngaoundéré, par le gouverneur de la Damawa. Ils répondent ainsi à l'appel du chef de l'État Paul Biya qui vient d'initier un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest victimes d'une guerre qui leur est imposée par des forces obscurantistes. Membres du gouvernement, directeurs des services centraux, élites extérieures et intérieures, autorités administratives et traditionnelles, commerçants et personnes de bonne volonté ont mis la main à la poche et à la mi-journée, une cagnotte a été récoltée. Les populations de la région de la Damawa ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État. Nous avons pu donner ce que nous pouvons donner et la cagnotte est de plus de 20 millions de francs CFA plus 2 bœufs je crois. Et je crois qu'il faut saluer cela. La commission chargée de recevoir toutes les contributions est restée ouverte jusqu'à 18 h. Après son passage, chaque donateur a reçu une quittance. Plusieurs promesses en numéraire et en nature ont également été enregistrées. Les cotisations ne s'arrêtent pas aujourd'hui, elles vont continuer au niveau des autres unités administratives. C'est après coup qu'on fera donc le montant apporté par la région de la Damawa. Généreuse, humaniste et patriote, la Damawa appelle à son tour au retour à la paix en zone dite anglophone afin de voir réaliser des projets de développement.
Toujours sur le même sujet, rappelons que plus de 11 millions de francs CFA ont été collectés le week-end dernier à Douala, en présence du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Dubois et bien sûr du ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi. Pour parler justement de ce plan d'assistance d'urgence humanitaire, la région du Sud se mobilise demain mardi. En tout cas, on attend le montant. On parle cette fois-ci de jeunes. Comment occuper les jeunes de manière utile pendant les vacances? C'est une question qui a plusieurs réponses. Certains parents choisissent d'inscrire les enfants dans les camps et centres de loisirs, à Dorbassi par exemple, dans l'arrondissement de Douala 3e. Une mini-compétition met aux prises les vacanciers dans le domaine culturel. Yacet Trézotanon nous en parle. C'est un podium bien aménagé pour les jeunes de Dorbassi 2 dans l'arrondissement de Douala 3e. Au sein de cet établissement scolaire, les enfants vivent une version simplifiée de ce qu'ils appellent ici Challenge Vacances. Une scène d'émulation pour occuper les jeunes vacanciers de cette partie de la ville de Douala. Nous avons trouvé que pendant les vacances, les enfants étaient parfois abandonnés à eux. Des moments, les parents étaient obligés de les amener parfois au marché ou de les envoyer au marché. Les enfants se baladaient par-ci, par-là. Donc nous avons trouvé que pour les contenir, on pouvait trouver quelque chose d'attractif comme ça, pour les distraire un peu de temps en temps. Les rubriques sont bien définies. L'élection Miss, le concours de danse avec les différents groupes, et aussi la rubrique karaoké et bien d'autres. Tout ceci est apprécié par un jury qui, pour cette première édition du Festima Pro, est plutôt tolérant. Pour le moment, nous essayons d'encourager juste les enfants, dont les critères déjà ne sont pas trop difficiles. S'il y a l'habillement, la propreté et tout, bon, point de début, c'est tout. C'est la prochaine édition qu'on va être encore plus sérieux. Le public se régale, même si le spectacle démarre à peine. Mais c'est une grande première et appréciable. Nous sommes venus créer le quartier, mais c'est la première. Ça n'a jamais existé dans ce quartier. Tous les samedis pendant les vacances, les jeunes de Dorbassi 2 vont pouvoir s'amuser et attiser leur talent d'artiste en herbe. C'est avec cette ambiance qu'on va regagner Yaoundé à présent pour retrouver Delphine Fonconteni. Bon après-midi à vous Delphine. Bon après-midi à tous. 150 étudiants camerounais iront bientôt se former en Chine sans dépenser un seul radis. Leurs bourses leur ont été octroyées avec la collaboration de l'Institut Confucius de Yaoundé, dont plusieurs enseignants arrivés en fin de séjour viennent d'être récompensés. C'était au cours d'une cérémonie de revoir tenue au campus de l'IRIC en présence du recteur de l'Université de Yaoundé de Soa. Les détails avec Brand Kamga et Constant Kamga. Au campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé, étudiants camerounais et chinois disent au revoir à leurs enseignants arrivés en fin de séjour. Ils ont formé la jeunesse à Douala, Garoua, Maroua et Yaoundé. La 4e édition de la cérémonie de revoir à ces formateurs chinois est un grand moment de reconnaissance. On est satisfait du travail de tout le corps, des enseignants, des volontaires. Et on est aussi content des résultats enregistrés par les étudiants camerounais. Satisfaction par la parole, mais davantage par les actes, ces enseignants reçoivent des prix spéciaux, le prix de la promotion culturelle et le prix d'excellence aux meilleurs apprenants de la langue chinoise. L'Institut Confucius de Yaoundé, situé à l'IRIC, sous tutelle de l'Université de Yaoundé 2, est un grand creuset d'apprentissage de la langue de la 2e puissance mondiale qui initie avec succès les Camerounais. Nous sommes tout à fait satisfaits de la manière dont les choses se passent et nous souhaitons qu'elles aillent en s'améliorant, que l'Institut Confucius continue à s'implanter le plus largement possible dans notre pays afin que le maximum de Camerounais soient initiés à la langue et à la culture chinoise, la Chine étant aujourd'hui un partenaire majeur de notre pays.
Un partenariat qui se renforce davantage avec l'octroi de 150 bourses aux étudiants camerounais pour des études en Chine. La matérialisation d'une coopération sino-camerounaise gagnant-gagnant. Autre chose dans le journal, un automobiliste tombé dans le piège du radar paye l'amende pour excès de vitesse, s'en va faire un accident à quelques kilomètres, tuant 3 personnes sur le carreau avant de prendre la poudre d'escampette. La scène se déroule à Bafia dans le Bas-Ménoubou alors que les éléments de la prévention routière étaient sur le terrain pour une campagne de sensibilisation. Voyons cela avec Laetitia Debilan et Serge Alain-Zibou. Le propriétaire de cette voiture de marque Hyundai, immatriculée LT366CF, dans son excès de vitesse, vient d'arracher à la vie 3 jeunes Camerounais sur l'axe lourd situé à 120 km de Yaoundé, au lieu dit Bafia. Lui-même est porté disparu. Ce véhicule a pourtant été contrôlé par les éléments du groupe Safety Campaign. Mais malgré le fait qu'il ait payé les amendes afférentes à l'excès de vitesse, il a trouvé bon de se remettre encore dans un état d'excès de vitesse. Et voilà où nous en sommes rendus. Une amende qui n'a pourtant pas freiné cet automobiliste, interpellé quelques kilomètres avant par les agents de l'opération de contrôle motorisé mobile de la gendarmerie. Un comportement que désapprouvent ces derniers. Cette attitude des usagers de la route nous interpelle à coup sûr à une intensification du contrôle mobile. Et je pense que dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour intensifier davantage les contrôles mobiles sur nos différents axes. Voilà qui appelle à plus de sérieux et de responsabilité de la part des chauffeurs, car cette prévention routière s'intensifiera surtout en cette période de vacances. En santé, le centre des urgences de Yaoundé se veut plus proche de ses patients, ceci à travers un projet. Celui-ci était en fin de semaine dernière au centre des réflexions des 3e journées scientifiques du Curie. Les travaux ont été suivis par Karel Mezatiachoya et Michel Foucault. Le centre des urgences de Yaoundé, depuis sa création il y a de cela 3 ans, est en quête permanente d'innovation pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Les professionnels de la santé qui au quotidien reçoivent des malades en urgence veulent expérimenter la chirurgie ambulatoire. En quoi est-ce qu'elle consiste exactement? Explication avec le directeur général du Curie. Chirurgie ambulatoire. Vous savez que la mission du centre des urgences en elle-même comprend beaucoup d'innovation. Innovation en termes de type de malade qu'on reçoit. C'est le malade qui arrive en urgence, les urgences médico-chirurgicales, et qui arrive en urgence vitale. Et notre mission, c'est de lever l'urgence et de le transférer dans un autre hôpital pour la suite de prise en charge. Il se pose un problème lorsque le malade a fini au Curie et qu'il faut le transférer. Il se pose un problème de point de chute de l'hôpital qui va le recevoir pour la suite. L'autre problème, dont il faut attaquer et résoudre, c'est qu'au lieu de transférer dans les hôpitaux, il ne faut pas transférer à la maison. Et ce malade ne peut pas rentrer chez lui lorsqu'il a fini ses soins à l'hôpital des urgences. Là, c'est un challenge. Le malade arrive à l'hôpital avec un souci d'y rester. Il faut donc essayer de briser ce paradigme pour dire qu'on peut vous faire des soins de qualité et à la fin des soins, vous pouvez repartir chez vous. C'est ça que nous appelons chirurgie ambulatoire. Peut-être que nous commençons par la chirurgie, mais après, nous passerons aussi à la médecine ambulatoire. Cette stratégie s'inscrit en droite ligne des réformes hospitalières mises en œuvre par le ministère de la Santé publique. Elle permet de réduire les lits d'hébergement dans les hôpitaux. Les intérêts sont multiples. Il y a un intérêt économique. Le malade va gagner parce que le coût de la prise en charge va être revu à la baisse. Le personnel médical va gagner parce que le turnover des malades dans les urgences va être très élevé. Et puis, même sur le plan social, sur le plan professionnel, le malade va réintégrer, n'est-ce pas, sa société, sa famille, le plus précocement possible. Le sujet était sur la table des 3e journées scientifiques du Curie, organisées ce 23 juin à Yaoundé. Des journées qui ont permis à ces pratiquants d'être mieux outillés en matière de chirurgie ambulatoire.
C'est l'heure de la métamorphose à l'Institut camerounais de l'enfance de Bétamba. L'établissement qui avait pris en sérieux coup de vieillesse commence à reprendre vie grâce au génie militaire. La première phase de sa réhabilitation vient d'être réceptionnée par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné. Arnaud Ngefag, Francis Ngemnan pour les détails. 1, 2, 3 et 4 clichés de décrépitude parmi une multitude. C'était ça l'Institut camerounais de l'enfance de Bétamba il y a 7 mois. Aujourd'hui, la métamorphose prend corps. Première phase des travaux de réhabilitation assurés avant délai par le génie militaire. Bonne nouvelle pour les pensionnaires de la rentrée prochaine de l'Institut. 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre lors de la rentrée académique, la rentrée de cette année du centre informatique a été complètement transformé. On peut parler d'un centre multimédia avec une médiathèque. Et il y a également eu la section scolaire et puis des infrastructures communes comme la cuisine, l'infirmerie et la salle polyvalente qui ont été tous réhabilités. Réception de la première phase ce vendredi par le ministre des Affaires sociales. Bâtiment flambant neuf de la cuisine à l'infirmerie en passant par les salles de classe, les pavillons et la salle polyvalente. Le château d'eau en bonus. Que d'espoir affiché après le tour des infrastructures mises à neuf et équipées. La modernité convoquée là appelle à une évolution d'idées. La ligne pédagogique va s'améliorer. C'est-à-dire au-delà de ce qui se faisait ici avant, nous espérons pouvoir offrir des solutions durables à toutes les catégories des enfants vulnérables ici. On n'en est qu'à la fin de la première phase. 7 mois à peine de travaux sur les 36 requis pour complètement transformer l'ICE. La suite dépend des moyens. Il serait souhaitable que ces moyens soient mis à notre disposition afin que nous puissions remplir assez rapidement ces projets. Il y a d'autres réhabilitations qui sont prévues, notamment les réhabilitations des sections scolaires, les réhabilitations des autres sections techniques, maçonnerie, mécanique, électrique, la construction d'un bâtiment administratif qui est également prévu à être réalisé, la réalisation également d'un réseau, des réseaux divers et bien évidemment d'autres structures pour pouvoir accueillir des personnels en cadre. Ouvriers et engins se grouillent pour que les 29 mois restants des délais suffisent pour mettre le projet à 100%. Les rides de vieillesse sur les bâtiments disparaîtront à jamais. Religion à présent, l'église évangélique du Cameroun s'agrandit. La paroisse d'Emana Dallas a officiellement été ouverte hier au cours d'une messe célébrée par le révérend Philippe Nguété. Le président de la région synodale Centre-Sud 1 invite les membres de cette communauté à prêcher la bonne nouvelle du Christ aux populations d'Emana et ses environs. Les temps forts de ce culte dans cet élément réalisé avec le concours de Léonard Dambou et Michel Foucault. Cris de joie et louanges pour célébrer cette nouvelle paroisse de l'église évangélique du Cameroun. La paroisse EEC Emana Dallas à Yaoundé voit officiellement le jour ce 24 avril, le temps d'un culte célébré par le révérend Philippe Nguété. Son acte de naissance signé par les responsables est présenté aux fidèles de la communauté avant sa lecture. Ce temple est l'aboutissement du projet d'évangélisation de proximité et d'extension de la paroisse mère de Loncac, mis sur pied par le corps pastoral, arrivé en 2014. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette œuvre. Nous réalisons que malgré tout, l'église évangélique du Cameroun est en marche. Ceux qui sont venus à l'église pour adorer sont en train d'adorer le Seigneur et de faire des œuvres merveilleuses. Et nous voulons profiter pour encourager tous les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun à se souvenir qu'ils sont venus à l'église pour adorer Dieu. Lancé officiellement il y a 27 mois,
La mise sur pied de cette paroisse est une grande satisfaction pour les fidèles. Enfin, le bout du tunnel, enfin nous sommes paroisse solennellement installée aujourd'hui. Ça fait déjà près d'1 an qu'on nous l'avait dit, mais on attendait vraiment ce moment-ci, que ce soit officiellement fait. Et nous sommes vraiment dans la joie. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé ici jusqu'à maintenant aujourd'hui. Au cours de ce culte d'ouverture officielle, plus de 2 millions de francs CFA ont été collectés pour les travaux de construction de cette paroisse et le presbytère. Et le 13h se poursuit à Douala avec vous, Junior Rossin. Effectivement, Delphine Fonko, passez donc une très belle journée. On poursuit avec la fête de récolte de ce côté. Et bien sûr, il s'agit de l'église presbytérienne camerounaise Nubel Bassa qui a justement donné une messe d'action de grâce pour couronner le mois de la fête de récolte. Suivons ce reportage de Monique Naoussi. Clôture solennelle de la fête de récolte édition 2017-2018 à la paroisse EPC Galette de Nubel Bassa. Selon le berger, les récoltes sont au-delà des prévisions. Bien que réalisées au 1/4, les chrétiens ont bâti un presbytère pour loger leurs bergers. Des réalisations célébrées au cours de ce culte d'action de grâce. L'objet de cette fête de clôture, de ce culte de clôture, est d'abord de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a permis de réaliser. C'est ensuite pour remercier nos frères et sœurs qui viennent de l'étranger et qui nous aident à travers leurs dons divers. Et enfin, c'est pour nous une occasion de partage d'un repas fraternel par ce jour de joie et d'allégresse. Le message est une invitation à rendre grâce au Seigneur et à le placer au centre de tous les projets que nous pouvons concevoir dans nos vies. Parce que l'édifice que nous réalisons aujourd'hui comme presbytère n'a pu être construit que grâce à la présence du Seigneur et à son intervention. En plus du presbytère, une salle et des appartements sont construits. Des efforts pour éloigner la précarité dans ce cadre d'évangélisation. Et c'est la fête. Célèbre journaliste camerounais et collègue Jean-Christian Akam n'est plus. Il s'est en allé hier en après-midi de suite de courte maladie. Je propose à cet effet de suivre ce reportage de Katiken dans lequel quelques collègues nous livrent des témoignages. Bonsoir. L'année 2017 est désormais derrière nous. Mais avant de la renvoyer aux oubliettes... Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des morts. La mort, encore la mort. Le plus grand ennemi de l'homme vient une fois de plus de visiter Canal 2 International. Vous dites en ce qui concerne les emballages biodégradables que leur production massive devait précéder l'interdiction des emballages non biodégradables. Fais lire sur moi ta trace, de mes lèvres impures au renvoi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Jean-Christian Akam, l'un des journalistes les plus expérimentés de la chaîne, vient de jeter sa plume et son micro qu'il traîne depuis une dizaine d'années. Sanctifie ma vie au sein d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Aucun mot, aucun adjectif ne saurait qualifier la douleur qui s'est emparée de la presse tout entière après l'annonce de sa disparition. Ses collègues sont restés sans voix ce dimanche noir, rien que des souvenirs et des souvenirs. Déjà, j'avais commencé par dire que même les séparations les plus souhaitées sont tristes. Vous savez, quand vous vous séparez d'un être qui vous est cher, un ami, un parent, un collègue, ça fait mal. Et surtout quand vous n'avez pas attendu cette séparation. Le souvenir que je garde de Jean-Christian Akam est un souvenir très précieux, très positif. D'un,
c'est un camarade qui s'en va. Camarade pourquoi? Parce que nous ne sommes pas connus ici à Canal 2 International. Nous avons été camarades à l'université de Yaoundé. Donc on se connaît depuis fort longtemps. Ici à Canal 2 International, où il était personnel depuis pratiquement une dizaine d'années, il était délégué de personnel comme moi. Donc c'est à double titre que j'exprime mon regret ici. Ça fait bien mal de partir comme ça, et surtout qu'on garde un souvenir de celui-là même qui était toujours là à donner des conseils à ses jeunes frères. On s'appelait classe. Classe parce que nous étions les aînés. Classe parce que nous avons fait les bancs ensemble. Classe parce que nous avions quasiment le même âge. Dès mon retour de congé de maternité, je l'ai trouvé, j'étais un peu fâchée. J'ai dit à Cam, j'ai fait un enfant, tu ne m'as pas appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je vais gérer. Et aujourd'hui, j'apprends son décès. Je suis très très mal, mais c'était quelqu'un de très tempéré, de patient, parce que je me rappelle quand il était rédacteur en chef de Canal 2 International, j'étais à la présentation du 9h50. Tous mes titres étaient rédigés par Jean-Christian Akam qui me disait qu'il faut que ça soit précis, concis, et vraiment c'est une grosse perte pour nous. Je me souviens quand j'arrive ici à Canal 2 en 2016, il fait partie des personnes qui encadrent la rédaction. On est jeunes avec les autres et on se dit il faut des repères. Et il se démarque par un calme, une façon particulière de ne pas s'échauffer quand il y a des situations à gérer. Il prend toujours du recul et c'est malheureusement une perte. Pour l'instant, on ne l'évalue pas, mais je crois qu'on va en souffrir quelques jours parce que Jean-Christian Akam avait dépassé le grade d'un collègue. C'était un aîné sur qui personne ne pouvait lever le ton pour ses valeurs intrinsèques. Malheureusement, la faucheuse en a décidé autrement. C'est très triste. Il y a quelques jours, vendredi plus précisément, nous avons fait un tour à Bolova. Nous sommes partis à l'hôpital régional où Jean-Christian Akam était interné. Lorsque nous l'avions vu, on a eu des larmes aux yeux parce que son état était critique. Christian était un monsieur très regardant dans le travail. Il me donnait beaucoup de conseils dans ce métier et il aimait être proche de ceux qui aiment également le métier pour lequel il est parti. Dans l'une des émissions phares de Canal 2 International, il est le féru de la rubrique synthèse, qu'il conduit magistralement à chaque numéro produit à la rédaction centrale à Douala. Bonsoir, monsieur le premier vice-président du Social Democratic Front, en abrégé SDF. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée de Jean-Christian Akam. Que ton âme repose en paix. C'est donc ici que se referme le Trésor sur Canal 2 International. Ne manquez pas l'actualité sur votre chaîne. Au revoir.